Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis le chapitre 4 de Robinson Crusoe. Chapitre 4, Royauté. L'expérience m'avait montré que les saisons de l'année pouvaient en général se diviser non en été et en hiver, comme en Europe, mais en temps de pluie et de sécheresse. Et j'inscrivis sur une feuille de papier ces remarques qui me rendirent grand service pour mes semailles et mes récoltes. Moitié février, mars, moitié avril, pluie, le soleil étant dans ou proche de l'équinoxe. Moitié avril, mai, juin, juillet, moitié août, sécheresse, le soleil étant alors au nord de la ligne. Moitié août, septembre, moitié octobre, pluie, le soleil étant revenu. Moitié octobre, novembre, décembre, janvier, moitié de février, sécheresse, le soleil étant au sud de la ligne. La saison pluvieuse durait plus ou moins longtemps, selon les vents qui venaient à souffler, et me conduisant ainsi sur mon expérience et mes remarques, je pus pendant cette seconde année de solitude établir ma règle de travail sans beaucoup d'erreurs. Je devenais toujours plus habile dans ma besogne de poterie, et ayant remarqué que le feu cuisait mes ustensiles de terre plus durablement que le soleil, je m'étais construit un grand four d'argile qui me permit d'avoir une véritable fabrique de vases, de jarres, de plats de toutes sortes, et même de conduits pour l'eau. J'avais bêché une pièce de terre proche de ma tonnelle et j'avais installé, en me servant de la source, un système d'arrosage qui mettait mes cultures d'orge et de froment à l'abri de la grande sécheresse. Cet arrangement me permit de faire 2 semis par an et de mener à bien les récoltes. Mais j'eus beaucoup de peine à empêcher les lièvres et même les chèvres sauvages de brouter le blé qui poussait, et je fus obligé d'entourer mon champ d'une haie d'arbustes très serrée. Pendant le jour, je faisais feu sur ces maraudeurs, et la nuit, je leur opposais mon chien, que j'attachais dehors à un poteau, et qui ne cessait d'aboyer. Après les lièvres et les chèvres, j'eus à lutter contre les oiseaux. J'avais admiré leur chant tant que mes semis n'avaient pas eu à en souffrir, mais alors je commençai à maudire cette grande multitude d'oiseaux. Dès que je m'écartais de ma plantation, ils s'abattaient sur elle en bandes si nombreuses que le sol paraissait ailé. J'étais vexé et furieux. Chaque grain dévoré représentait pour moi un morceau de pain. Enfin, j'eus l'idée d'abattre à coups de fusil une dizaine de pillards et je les pendis à un gibet pour la terreur des autres. On n'imaginerait pas quel bon effet cela produisit. Non seulement les oiseaux ne revinrent plus dans les blés, mais ils émigrèrent de toute cette partie de l'île, et je n'en vis jamais un seul aux environs tout le temps que pendirent mes épouvantails. Pour faire mes récoltes de blé, je dus couper les épis avec mon couteau, les battre par poignées sur une pierre et les écraser dans une sorte de mortier que je creusai dans une souche d'arbre d'un bois très dur. Pour labourer la terre, je me servais d'une pelle que j'avais fabriquée avec ce même bois, et pour herser mon blé, je traînai derrière moi une grande et lourde branche. Comme on le voit, mes moyens de culture étaient très limités, mais ma bonne volonté et ma patience, que ne rebutait jamais l'insuccès, vinrent à bout de toutes les difficultés. Et je me disais parfois que peu de personnes réfléchissent à tout ce qu'il faut manier d'objets pour produire, soigner, préparer et achever une parcelle de pain. Pour les semis suivants, je dus défricher un terrain plus grand que le premier, et je l'entourai d'une palissade avant que la plantation pût tenter lièvres et chèvres. La saison des pluies arriva sur ces entrefaites, comme j'achevai le travail de clôture et me referma au logis. J'ai trouvé de l'occupation. En effet, pendant une de mes promenades du matin, j'avais capturé 2 animaux que je voulais apprivoiser. L'un était un joli chevreau, auquel mon chien avait cassé une patte en l'attrapant. J'avais pu arracher le petit animal à la gueule de paf et, après l'avoir soigné, je l'avais parqué dans l'enceinte fortifiée de ma grotte. Chaque jour, je lui donnais à manger et, petit à petit, il s'était familiarisé au point d'accourir à mon appel. Il va sans dire que Paf s'était mis à respecter ce commensal et qu'il faisait même bon ménage avec lui. L'autre animal était un perroquet. Je l'avais abattu d'un coup de pierre quelques semaines auparavant, mais sans lui faire grand mal. Puis je l'avais enfermé dans une cage d'osier que j'avais fabriquée à son intention, et quand les mauvais jours m'avaient forcé de reprendre le chemin de ma maison de la grotte, je n'avais eu garde d'oublier mon nouveau pensionnaire. Pendant tout le temps que durèrent les pluies et en m'occupant des travaux intérieurs, je m'amusais à causer avec mon perroquet et à lui enseigner à parler. Je l'appelai Paul, et il arriva à dire très distinctement son nom et le mien. J'eus une grande émotion à entendre cette voix. Depuis si longtemps, je ne connaissais plus que le son de la mienne. Je traitai Paul avec une douceur que méritait sa docilité, et comme c'était un animal fort intelligent, il me fut bientôt un véritable compagnon.
Ce fut pendant cette période de pluie que ma famille s'accrut d'une façon tout à fait inattendue. Foun avait disparu pendant un mois à peu près, et après l'avoir appelé et cherché vainement, je m'étais résigné à sa perte, quand un matin, entre deux averses, j'entendis un miaulement impérieux de l'autre côté de ma palissade. Tout joyeux de retrouver ma chatte, je me dirigeai vers l'endroit d'où elle m'appelait, et je vis avec surprise qu'elle était accompagnée de 3 chatons. Évidemment, Foun avait fait la connaissance d'un de ces chats sauvages qui était en assez grande quantité dans l'île, et elle m'emmenait sa famille à nourrir. Malgré le nombre de bouches nouvelles, je fis bon accueil à ce petit monde dont les bons et les grâces me divertirent plus d'une fois pendant les jours de pluie. Pourtant, avec les années, la famille de Foun proliféra de telle façon que je dus y mettre bon ordre et sacrifier plusieurs des rejetons. Ma 3e année de solitude me trouva donc régnant sur un peuple plus nombreux. J'avais édifié, près de ma tonnelle, une bergerie que j'avais entourée d'un vaste enclos et dans laquelle j'avais parqué 4 jeunes chèvres et un bouc. Leur capture m'avait coûté des mois d'efforts et je ne l'avais réalisée qu'en creusant des fosses comme en font les Indiens. Le jour où le nombre de mon troupeau me parut suffisant pour mes besoins, j'eus un instant de joie et de fierté. J'étais enfin arrivé à un résultat que j'avais ambitionné dès le début. Je pouvais disposer de lait pour ma nourriture et la varier avec agrément. Fromage, beurre, crème. J'appris bientôt à préparer tout cela avec adresse et ma santé gagna à ce nouveau régime. Mais l'ambition d'avoir un troupeau étant réalisée, il me vint un autre désir. Je ne m'étais pas borné à une seule longue excursion dans mon île. J'avais voulu atteindre la côte. En suivant la vallée, où s'élevait ma tonnelle, et y étant parvenu, j'avais longé le rivage pendant plusieurs heures. J'avais découvert une grande quantité de tortues le long de ces plages en même temps qu'un nombre considérable de coquillages qui m'étaient inconnus. De toute évidence, le hasard m'avait jeté sur le côté le plus désolé de cette île. Partout sur les pentes que je parcourais, ce n'était que beaux arbres, sources, douces prairies, rien qui me rappelât le site plutôt aride de ma maison de la grotte. Cependant, tant l'habitude et la peine prise pour bâtir une chose ont de force, quand je m'éloignai de ma maison, il me semblait que je quittais ma patrie, et lorsque j'y rentrai, après une absence plus ou moins longue, je pressai le pas pour me sentir plutôt chez moi. Je considérais donc le reste du littoral de mon île comme un pays étranger où je n'allais que rarement, et plutôt pour me donner une idée de sa configuration générale. Or, il m'arriva, en examinant la mer du haut d'un promontoire, d'apercevoir la silhouette d'une terre. Était-ce une île? Était-ce la côte d'Amérique? Je ne savais pas. Jamais la limpidité de l'atmosphère ne m'avait encore permis de voir autre chose que la ligne des flots. Je sortis de ma gibecière de chasse une lunette d'approche que j'avais toujours soin d'emporter quand je partais en excursion, et je regardai longuement cette ligne capricieuse et sombre qui était de la verdure et des rochers. Là-bas se trouvaient des hommes, mais semblables, et cette idée me fit tendre le bras vers la terre entrevue. Mais tout à coup, je me mis à rire en haussant les épaules. Mais semblables? Qu'allais-je m'imaginer là? Si des hommes vivaient sur cette côte lointaine, ce devaient être des sauvages plus féroces que les lions et les tigres d'Afrique. Des cannibales sans doute, comme toutes les tribus qui peuplaient la côte des Caraïbes. Au lieu de tendre les bras à ces amis problématiques, je devais bien plutôt me réjouir de ce que mon île leur parut trop petite ou trop éloignée de leur pays. Et je revins chez moi en tournant vivement le dos à la terre qu'une légère brume me voilait déjà. Je repris mes travaux de culture et je tâchai d'oublier mon excursion. Je ne le pus pas. La terre, cette pensée était toujours là. Elle s'imposait à mon esprit, chassant peu à peu la crainte des êtres inconnus qui devaient la peupler, les bêtes sauvages, les sauvages cannibales. Je les rejetai de mon imagination. Je me disais que cette terre était celle de ma liberté et que si je pouvais l'atteindre, je serais sauvé. Et je ne pensais plus qu'au moyen d'arriver à cette côte souhaitée. Pour cela, il me fallait fabriquer un canot. Mais si je n'étais pas embarrassé pour guider une embarcation, qu'elle fût navire ou chaloupe, je l'étais davantage pour la construire. En plus, mes outils se réduisaient à des haches, à des scies et à des marteaux. Maniés par de bons charpentiers, ils auraient suffi peut-être, mais si j'étais arrivé à un certain art pour les planches et les pieux, il s'en fallait que je fusse capable d'établir les courbures d'une coque. Cependant, après avoir longtemps tourné dans ma tête cette idée de construire un bateau, il me vint à la pensée qu'une pirogue ferait assez bien mon affaire. Il ne s'agissait alors que de creuser un arbre à la façon des Indiens et de l'équilibrer en lui faisant une espèce de carène. Je trouvai un beau cèdre que j'abattis non sans peine, et je commençai ma besogne. Que de sueur et de soucis me causa cette embarcation. Je devais m'interrompre au bout de 2 ou 3 heures de travail,
car mes autres tâches me réclamaient, et puis la saison pluvieuse vint aussi me retarder. Je mis plus d'1 an à venir à bout de mon dessin et à terminer cette pirogue à ma satisfaction. Pour la mettre à flot, ce fut une difficulté. Je dus creuser le sol où j'avais établi mon chantier et en faire une pente douce jusqu'à la mer. Puis au moyen d'une sorte de rail de bois, dans lequel j'engageai la quille de la pirogue, je fis glisser doucement celle-ci le long de la pente. Je n'eus qu'à me féliciter de la façon dont l'embarcation tenait la mer. Je lui adaptai un petit mât et une voile. Je construisis à ces 2 extrémités des coffres pour enfermer mes provisions et les garantir de la pluie et des éclaboussures des vagues. Puis je creusai une longue cachette où pouvait tenir mon fusil et je la recouvris d'une plaque de bois pour garantir l'arme de toute humidité. Enfin, à la poupe, pour me défendre de l'ardeur du soleil et me servir de tendelet, je plantai mon parasol. Ah, ce parasol! Ce parasol! Que de réflexions et d'essais m'avait-il demandé! C'était là l'œuvre à laquelle j'avais donné tous mes jours pendant la dernière saison de pluie. Cette idée de parasol m'était venue en songeant à ceux qu'on emploie tant au Brésil. Et comme le soleil sur mon île avait encore plus de force que sur cette partie de la côte américaine, j'envisageai la nécessité de me protéger comme on le faisait là-bas. Je pris une peine infinie et je fus longtemps sans pouvoir rien faire qui ressemblât à un parasol. La principale difficulté était de le rendre fermant. Enfin, j'arrivai à en établir un. Je le couvris de peau, le poêle en dehors de sorte qu'il rejetait la pluie comme un auvent et repoussait bien le soleil. Quand je n'en avais pas besoin, je le fermai et je le portai sous mon bras. Et je décidai de m'en servir aussi quand je naviguerais. Le jour où j'essayai ma pirogue fut une date importante dans ma vie. J'avais fait, tout en la construisant, de si grands rêves de liberté. Je me voyais abordant sans peine à cette côte et recueilli par de planteurs généreux. Chimère qui berçait mon effort patiemment. Et tout de suite, dès que je fus sur l'eau, porté par cette mer qui s'est creusée dans ses colères de si redoutables abîmes, je compris l'impossibilité de mes ambitions. Jamais cette coque de noix ne pourrait affronter l'espace qui me séparait de la côte aperçue, espace qui, selon moi, était de 40 milles environ. À la première bourrasque, qu'adviendrait-il de cette esquif si frêle? Ah, si j'avais pu construire une pirogue 10 fois plus importante, et si surtout j'avais pu la mettre à l'eau avant, je sentais que mon projet de fuir mon île aurait pu se réaliser. Mais là, me risquer sans assurance c'eût été un vrai suicide. Je renonçai donc à atteindre le rivage de mes rêves, et pour m'enlever à mes regrets, je n'eus qu'à écouter ma raison. Celle-ci me représenta en effet tout ce qu'une telle entreprise aurait eu d'aléatoire, même si l'état de la mer avait pu me permettre d'aborder sans naufrage. Je pouvais tomber sur une île aux moindres ressources que la mienne, être fait prisonnier par de cruels sauvages, finir dans des tourments inouïs d'une existence que la Providence m'avait conservée par miracle. C'est vrai, me dis-je, après avoir réfléchi profondément. Qu'irais-je chercher ailleurs? Ma liberté est au-dessus de mes faibles forces. Si je dois jamais retrouver la compagnie de mes semblables, mon destin saura venir me chercher sur mon île inconnue. Et résigné à continuer mes jours tels qu'ils s'étaient écoulés depuis des années, j'accostai au rivage. Je mis en sûreté ma pirogue dans une crique très abritée et je rentrai chez moi. Paf, Paul, Foun et mon chevreau lui-même m'accueillirent avec plus de transports amicaux que de coutume. J'en fus touché, comme s'ils avaient eu là, de leur part, une espèce de divination, un besoin de me prouver par leurs caresses que ma solitude, cette solitude que j'avais eu l'ambition de fuir, était douce, puisqu'elle comportait de réelles amitiés. Oui, mon petit peuple docile, dis-je à mes bêtes en les caressant, j'ai été insatiable et même oublieux de vous. Que puis-je vouloir de plus? Je suis prince et seigneur de toute cette île. J'ai droit de vie et de mort sur tous mes sujets. Je peux les prendre, les tuer, leur donner ou leur reprendre leur liberté. Je dîne tous les jours entouré de mes courtisans. Chacun de mes gestes est suivi par leur regard attentif, et Paul, perché sur ma chaise, Paf, assis à ma droite, Foun à demi couché sur la table en face de moi, Chevreau appuyant sa tête sur mes genoux, tous vous attendez comme une grande faveur le morceau que, de temps en temps, vous donne ma main. Mes amis, je ne chercherai plus à abandonner mon royaume. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à 18 h pour le chapitre 5. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça et liker si ça vous a plu. Et suivez-moi sur les réseaux Insta et Facebook pour vous tenir informé. Les liens sont en description. Bye bye.